passe maintenant la parole à Monsieur Emmanuel Badet. C'est à toi, Emmanuel. Je suis à l'écran? Oui, tout à fait. D'accord. Bonjour à tout le monde. Je suis Emmanuel Badet, j'ai 42 ans, bientôt 43 ans. Je suis français, je suis né et je vis dans le sud de la France, à 1 heure de Marseille environ, pour essayer de vous situer. Je suis actuellement chargé d'affaires dans un grand groupe français. Alors pour essayer de faire simple et comprendre en gros comment je fonctionne, ça peut être utile pour la suite. Je suis un peu comme Obélix, c'est-à-dire que je suis tombé dans la marmite du sport étant bébé. J'ai eu la chance de pouvoir faire dès le plus jeune âge et un sport collectif, en l'occurrence c'était du football, et un sport individuel, en l'occurrence c'est du tennis que je continue à pratiquer aujourd'hui. Et puis à l'adolescence, un peu plus tard, j'ai pu faire quelques années d'un autre sport collectif qui est le rugby. Ces quelques années m'ont permis d'appréhender ce qu'était le haut niveau, c'est-à-dire d'avoir le droit de tripler ou quadrupler son premier semestre à l'université grâce au statut. Plaisanterie à part, le sport m'a surtout, je pense, permis d'acquérir certaines valeurs qui sont à mes yeux aujourd'hui importantes et essentielles et qui caractérisent certainement aujourd'hui aussi mon style de management et mon style de rapport aux personnes. C'est des valeurs comme le sens de l'effort, le sens du travail, la confiance en soi, l'éducation, la discipline, le respect, l'esprit sportif, les valeurs positives et morales du sport. Le sport, ça m'a également permis de vivre quelques expériences intéressantes et enrichissantes. D'abord sur le plan humain, en tant que sportif, en tant qu'initiateur et éducateur, sparring partner, arbitre, juge-arbitre, et plus récemment accompagnateur, coach. Et puis ça m'a permis aussi de vivre quelques expériences du milieu et du monde associatif, allant du simple membre d'une association à du bénévolat, à devenir membre du bureau d'association sportive, voire à devenir président d'une association qui, suivant sa structure et son fonctionnement, peut s'avérer être une véritable entreprise à gérer. D'un point de vue universitaire, je suis d'une formation en organisation et génie de production. Donc les domaines de la production et du management sont réellement mes domaines de prédilection. J'ai eu la chance d'avoir occupé différents postes, responsable qualité, chef de projet en réorganisation, manager de production, superviseur méthode, gérant, consultant, chargé d'affaires, différents secteurs, et j'ai pu côtoyer différents secteurs d'activité. Le bâtiment et les travaux publics, l'industrie manufacturière, l'agroalimentaire, le consulting et plus récemment le nucléaire. Donc le choix de mon thème de cette présentation, c'est vers un management collectif, individualisé et inclusif entre management et coaching. Pourquoi ce thème-là? Parce que voilà, on a changé de siècle, on a même changé de millénaire, mais à observer les pratiques de management de certaines entreprises, de certaines organisations, institutions, administrations, il semblerait que tout le monde s'en soit pas encore réellement aperçu. Donc, comment essayer d'en finir avec un style de management qui date du siècle dernier, que tout le monde peut connaître sous différentes appellations: micromanagement, command and control, taylorisme, court-termisme, féodalisme. En général, quand il y a un petit isme à la fin, ça sent jamais très bon. En fait, peut-être simplement en essayant de vous partager à travers quelques situations, quelques expériences que j'ai vécues, que je vis encore, ma philosophie de management, que je pense être plus humaine, qui permet aux individus de pouvoir grandir, de devenir meilleurs, de se développer, de pouvoir développer leurs compétences, basées sur la confiance et basées sur le respect, mélangeant différents apports, l'apport des neurosciences, donc les approches neurocognitives et comportementales, et les préceptes ou principes des organisations apprenantes, du management par la coordination, du lean management. C'est aujourd'hui plus que jamais une affaire d'individus, de personnes, d'hommes et de femmes, que ce soit dans un cadre collectif ou non. Donc des expériences, des situations qui partent de l'individu en milieu sportif pour essayer d'en arriver à un collectif en milieu de l'entreprise. Accompagnement individuel, partir de l'individu pour en arriver au collectif, c'est le principe même des organisations apprenantes, ou partir du collectif et faire des allers-retours au niveau individuel, c'est le principe un peu plus du management par la coordination.
Donc, je vous propose d'attaquer avec la première expérience que je souhaite partager avec vous. Donc, c'est dans le cadre d'un accompagnement sportif d'un jeune joueur de tennis français, 24 ans. C'était en début d'année, c'est pas si vieux que ça, en février 2020. Donc, il était là aux alentours il était dans les 150 français. Bon, et il était millième à l'ATP, au ranking mondial. Bien entendu, entre-temps, il a progressé. Et donc, c'était dans le cadre de tournois en Tunisie, plus précisément à Monastir, sur le circuit professionnel de tennis, le circuit secondaire. Il était accompagné de son coach de tennis. Et puis, on a été rejoint un peu plus tard dans le séjour par un autre joueur et une autre joueuse. Là, pour le coup, c'était la première fois que je partais avec lui. Donc, je ne le connaissais pas du tout. Je l'avais déjà croisé, mais pas plus que ça. Donc, la première phase, ça passe forcément par une phase d'apprentissage, essayer d'apprendre à connaître, à comprendre l'individu, à comprendre le sportif. Le but du jeu, c'est en gros de briser la glace, d'entamer une discussion, de faire une discussion, discuter, écouter, écoute active. Et voilà. Et le but, c'est vraiment d'établir un lien, un périmètre, une zone de sécurité, de respect et de confiance. Voilà, on est là pour lui. Lui aussi, il est là pour nous, mais on est surtout là pour lui. Et donc, cette discussion permet d'aborder des sujets comme les objectifs à court terme, de pourquoi on est là, quels sont ces objectifs, des objectifs à moyen terme, à long terme, sa vision, son rêve, son ambition, et puis sa motivation, son engagement, son implication. Cette discussion, elle est intéressante dans le sens où, un peu plus tard, ça peut permettre de faire une sorte de débriefing, ou certaines personnes appellent ça un retour d'expérience, c'est-à-dire qu'à la fin du séjour, c'est d'avoir une discussion et voilà, de comparer ce qui a été fait par rapport à cette discussion-là. Est-ce que la réalité correspond au discours? Est-ce que les faits, les actions, le travail quotidien correspond au discours qui m'a tenu pendant cette discussion? Et s'il y a un écart, c'est de voir peut-être pourquoi il y a un écart entre le discours et ce qu'ils font tous les jours, ce qu'il fait tous les jours. Et ça peut être intéressant de le transposer dans le milieu de l'entreprise, dans le cadre d'un management d'une équipe, des collaborateurs, de prendre ce moment pour discuter avec chaque collaborateur, pour savoir ce qu'il pense du travail, quelle est sa vision des choses, du travail, quels étaient ses objectifs à court, à moyen, à long terme, sa vision, son rêve, sa mission, sa motivation, son engagement, son implication. Et puis après une certaine période, c'est d'essayer de revoir une discussion ou de comparer par rapport à son travail quotidien, son attitude, son comportement, si c'est en corrélation ou non, s'il y a un écart avec son discours. Ça peut être une bonne base, un bon point de départ pour développer un apprentissage, identifier un problème et essayer de le résoudre. Et d'impliquer la personne dans la résolution de ce problème. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait ça avec le sportif, la deuxième phase, c'est d'essayer de déterminer, de se mettre d'accord sur comment on va fonctionner pendant le séjour, comment on va procéder, comment on va travailler, comment on va alterner ces moments de travail, ces moments de vie. Et ça passe notamment, dans le cadre du travail, de se mettre d'accord, de définir dans mon jargon, j'appelle ça les zones de confort et les zones d'inconfort. Les zones de confort, c'est des zones où on va rechercher la sécurité, la confiance du sportif. C'est en gros, c'est un autre nom, les sportifs, ils appellent ça les routines ou les rituels. C'est un ensemble d'exercices, donc des exercices standards ou un standard d'exercice, qui permettent de les mettre en confiance, dans des bonnes prédispositions pour éventuellement faire une performance par la suite, pour performer. Sécurité, confiance, performance. Et donc, ces routines, ces rituels, ça commence dès le matin. Ça peut commencer dès le matin sur un sportif, avant ou après le petit déjeuner. Des rituels de mobilité. Essayer de activer tranquillement son corps. Donc, des rituels, des routines de mobilité. Un peu plus tard, ça peut être des routines de réveil musculaire. Puis un peu plus tard, avant l'entraînement ou avant un match, une compétition, c'est des rituels d'échauffement. Souvent, les joueurs aussi, on les voit à la télé, lors d'un gros événement, juste avant un événement, ils ont des rituels d'avant-compétition, d'avant-match. Ils ont les casques, ils sont dans leur bulle, la musique, pour que mentalement, ils se préparent à la compétition, au match.
Et puis après la compétition, après les matchs, il y a des rituels de récupération. Et donc, à l'opposé de ces zones de confort, on cherche des exercices simples que le sportif exécute en mode automatique, simplement qu'il déroule les exercices, pas d'intensité, pas de travail, c'est juste dérouler des exercices, rechercher la sécurité, de la confiance. Et il y a les zones d'inconfort, des zones où on va, des moments, c'est les entraînements à proprement parler. C'est-à-dire qu'on va rechercher volontairement du stress. On va placer ce qu'on veut travailler en situation de stress. Le stress, en fait, permet de faire réagir. Le stress permet d'apprendre, permet de progresser, permet de se développer. Par exemple, on entend souvent dire que les sportifs de haut niveau, avant une grosse compétition, avant un gros événement, ils partent faire des stages de préparation et souvent c'est en haute altitude. Pourquoi ils partent en haute altitude? En fait, parce que en haute altitude, en fait, dans l'air, il y a moins d'oxygène. Et du coup, pour faire leurs entraînements, pour faire leur préparation physique à la compétition, ils vont aller en haute altitude pour placer leur corps, leur métabolisme en situation de stress. Et du coup, il va devoir s'adapter. Il va devoir réagir à ce manque d'oxygène. Donc, je ne rentrerai pas trop dans le détail de cette adaptation, mais voilà, c'est le principe, c'est de mettre en situation de stress pour provoquer un apprentissage, pour provoquer une réaction. Et donc, on peut voir assez facilement que stress et performance, ça ne fait pas bon ménage. Sécurité, confiance, performance, si un opérateur a entièrement confiance dans son environnement de travail, dans son poste de travail, il va avoir toute liberté d'être pleinement concentré dans ce qu'il a à faire, donc il va être performant. A contrario, les moments de stress, ça va être pour des moments d'apprentissage, pour progresser. Les entreprises ou les managers lean arrivent à alterner ces moments-là au niveau de leurs équipes. C'est-à-dire que dans des moments un peu de baisse d'activité, de sous-activité, ils vont simuler, ils vont insuffler un petit moment de stress pour mettre de la tension dans l'équipe, dans l'organisation, pour voir comment elle réagit, pour voir si elle réagit comme il faut, voir leur réaction et analyser cette réaction, pour éventuellement la corriger, de manière à ce que ça permette de préparer à l'équipe et d'apprendre à l'équipe à réagir à quelque chose qui n'est pas forcément prévu, qui est inhabituel. Et c'est pour ça qu'en général, les équipes Lean ou les entreprises Lean sont les plus à même à mieux accepter, enfin, à réagir de la meilleure, enfin, le mieux possible à une crise, comme en ce moment avec le Covid, ou du moins ils sont le plus à même à repartir plus facilement après une crise. Et ça, on le retrouve aussi dans certaines boîtes, dans certaines organisations, quand ils font des simulations d'accidents ou d'incidents. Donc, il y a une simulation, ils déclenchent les alertes accidents et ils voient comment les gens réagissent, s'ils mettent leur poste de travail en sécurité, s'ils vont dans les points de regroupement, si l'organisation se met en place et si toute l'organisation réagit comme il faut à l'accident ou l'incident qu'ils ont déclenché virtuellement. Donc, ils placent l'organisation en situation de stress, ils voient comment ça réagit et éventuellement ils analysent et corrigent la réaction. C'est comme ça qu'on apprend à réagir à des situations imprévues. Voilà pour cette partie-là. Et du coup, on va continuer un peu sur la partie, donc l'histoire du tournoi et de jeunes. Et du coup, donc on est bien là pour le tournoi, pour les matchs qui performent. Et donc, par rapport à son classement, il était millième mondial. Et du coup, par rapport au tournoi, il devait passer par des phases qualificatives. C'est un peu comme à Roland-Garros, il y a le tournoi, et puis avant, pour les joueurs qui ne sont pas assez bien classés, il y a des phases de qualification qui peuvent leur permettre ou non de se qualifier pour le tournoi, pour le tableau principal. Et là, c'est un peu pareil, donc il avait 3 matchs à gagner et pour sortir des qualifications et rentrer dans le tableau principal. Il gagne ces 3 matchs. Et puis le lundi soir, ou le dimanche soir, je ne sais plus exactement quand est-ce que c'était tombé, il y a le tirage au sort pour le tournoi principal. Et de savoir contre qui il tombe au premier tour du tournoi. Et là, bingo, la tête de série numéro 1 du tournoi. C'était un jeune Italien qui était 400e aux alentours des 400e mondiales. Donc, on pourrait dire pas de bol. Voilà, il tombe sur le meilleur joueur du tournoi au premier tour. Mais en fait, au final, bon, il n'avait rien à perdre. Il avait tout à gagner. Et puis, même s'il perdait, on aurait pu dire qu'à la limite, c'était logique, puisque lui, il est millième, il a joué le 400e, donc c'est un peu logique que le 400e gagne le match.
Puis au final, il se retrouve à gagner le match, sérieusement, à piquer, en faisant ce qu'il savait faire, voilà. En toute logique, on va dire, sportive. Et on va dire que artificiellement, cette victoire, c'était peut-être la première fois qu'il gagnait à ce niveau-là, qu'il jouait à ce niveau-là, du moins officiellement. Eh bien, on regarde un peu comment il gère cette victoire, ses émotions dues à cette victoire, l'euphorie d'après-victoire, ou ses routines d'après-match, la routine de récupération, ou comment il gère les émotions. Et virtuellement, on s'est aperçu qu'il s'était endossé le maillot jaune du tournoi. Il avait battu le numéro 1, donc du coup, il était devenu le numéro 1, le maillot jaune du tournoi, le maillot du leader. Et du coup, il s'était mis en plus donc, de l'euphorie de la victoire, d'avoir gagné à ce niveau-là. Ben, du coup, il s'était mis un statut à défendre sur lui, une sorte de pression. Il était la nouvelle tête à abattre du tournoi, le nouveau favori. Et pour nous, avec le coach de tennis, on a très vite compris que c'était terminé, le tournoi, malheureusement. Malheureusement pour le tournoi, mais peut-être pas malheureusement pour la suite. Et donc, il avait franchi la ligne d'arrivée, comme s'il avait franchi la ligne d'arrivée. Alors que la ligne d'arrivée, elle était à l'issue de la finale, 3 ou 4 ou 5 matchs après. Et du coup, le lendemain, il devait jouer un joueur qui était sorti des qualifications, qui avait passé également le premier tour, et du coup, qui était à peu près de son classement, entre 900 et 1000e match. Et puis, il a perdu en 3-7 sur un non-match, avec des hauts et des bas. Et pour ajouter de la frustration, de la déception là-dessus, c'est qu'il s'est avéré que contre qui il avait perdu en 3-7, mais ça a été le futur vainqueur du tournoi. Donc, encore plus de regrets. Mais ça, quand on est sportif, à un moment donné, on l'a tous connu, ce moment-là. Échouer sous la pression, sous le stress. Il y a des sportifs, des grands compétiteurs, ils passent 4 ans à s'entraîner pour des grands événements, les Jeux Olympiques, et le jour de la finale, ils échouent. Pourtant, pendant 4 ans, ils ont bossé, ils ont fait tout ce qu'ils avaient. Et malheureusement, le jour de la finale, ils échouent, ils passent à côté, sous le stress, sous la pression. Ils n'arrivaient pas à gérer leurs émotions. Pendant le match, pendant la défaite, le joueur, il avait même fait par moment ce qu'on appelle la paralysie par analyse. C'est-à-dire qu'il s'extériorise de lui pour essayer de s'analyser, pour essayer de se corriger. Donc, en plus de se battre contre un adversaire, il devait se battre contre soi-même, contre ses émotions, contre ses frustrations, contre sa colère. Donc, pour gagner un match dans ces conditions, mission impossible. Donc, logiquement, il perd, dans un sens, dans une logique émotionnelle. Pas forcément dans la logique sportive, mais dans la logique émotionnelle, il perd logiquement ce match. Bon, par contre, du coup, on avait un peu le temps pour préparer la suite des tournois, donc il devait enchaîner sur 2 autres tournois. Donc, derrière, il y a prise de conscience, discussion, savoir comment il se sentait lorsqu'il avait gagné le premier match, l'après-match et les émotions d'après-match, comment il avait géré l'avant-match, il était très tendu le jour de la défaite, comment il avait géré le match pendant la défaite, et puis voilà, de savoir son ressenti pour essayer de réagir, pour essayer de ne pas reproduire. Et il avait vécu ça, donc à la limite, autant que ça lui sert de leçon et qu'il essaye de ne pas le revivre. Et du coup, derrière, voilà, il y a une prise de conscience, une réaction à faire, et il a réussi à réagir. Et sur les 2 semaines qui ont suivi, il a fait 2 demi-finales sur les 2 tournois suivis. Donc au final, il a réussi à repartir de cette période de tournoi avec plus de points qu'il ne s'était fixé un objectif. Donc finalement, ça a été une défaite, peut-être pour un bien futur, pour un bien pour sa carrière. Tout ça pour vous dire que ce qui se passe dans notre tête compte vraiment. Et nous pouvons apprendre à nous préparer et à préparer les autres à réussir à performer. Voilà ce que je voulais vous partager par rapport à cette situation, pour vous montrer un peu. Les neurosciences apportent beaucoup en ce moment dans ce domaine-là, dans le fonctionnement du cerveau notamment. Du coup, je vais passer sur la deuxième situation, la deuxième expérience que je souhaitais vous partager. C'est dans un contexte de gestion d'une association sportive. Donc, le contexte, c'est 3 activités. Le tennis,
une activité de squash également et une activité de paddle. Le paddle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à mi-chemin entre le squash et le tennis. Si jamais vous ne connaissez pas, vous allez sur Google, vous tapez paddle, P-A-D-E-L, et vous allez vite voir à quoi ça ressemble. Donc l'association, c'est environ 300 adhérents, dont une centaine d'enfants, de jeunes, plus un volet d'une centaine de personnes, entre 50 et 100 personnes, qui viennent régulièrement à la location, à l'heure. Donc l'association emploie 6-7 personnes. Et je suis arrivé dans l'association, dans le club, en septembre 2016. Je suis entré dans le bureau de l'association pour remplacer la secrétaire qui voulait arrêter en septembre 2017. Et j'ai pris la présidence de l'association depuis mars-avril 2019. Mon entrée dans le bureau, déjà c'était pour remplacer la secrétaire qui voulait arrêter. Et puis c'était vraiment dans un objectif d'aider le bureau dans la gestion quotidienne de l'association. Puis il s'avérait que ce bureau-là avait récupéré l'association dans une situation qui n'était vraiment pas évidente, qui était compliquée, notamment sur le plan financier. Donc peut-être que c'est un peu toutes les associations qui sont peut-être un peu comme ça, que c'est difficile sur le plan financier. Mais pour vous illustrer assez simplement la situation, c'est qu'en 2017, quand je suis rentré, le taux de charge sur le taux de produit était de 138%. C'est-à-dire que les charges par rapport aux recettes de l'association, il y avait beaucoup trop de charges par rapport aux recettes. Donc ça n'allait pas être viable très longtemps. Donc le but du jeu, ça a été d'essayer de réduire la voilure, d'adapter le fonctionnement de l'association à son activité. Et en parallèle, d'essayer de développer son activité également. En 2018, on a réussi à tomber à 108% de taux de charge sur les recettes, sur les produits. Et puis en 2019, on est tombé à 98%. En 2019, mon choix de candidature à la présidence de l'association, ça a été pour continuer à essayer de rendre la situation un peu plus saine de l'association sur le plan financier. Et puis essayer aussi de continuer à développer ou de redynamiser, d'insuffler une nouvelle dynamique au niveau de son activité, de son attractivité. En plus du fait que le président de l'association, par ailleurs, avait une activité professionnelle, il était à son compte, il était artisan. Et il avait son activité qui se développait, et donc du coup, il avait beaucoup moins de temps à consacrer à l'association. Peut-être aussi un peu moins d'envie aussi. Donc du coup, c'est tout ça qui a motivé mon choix de présidence à l'association. Aujourd'hui, la situation financière de l'association est beaucoup plus saine. Je ne dirais pas forcément qu'elle est assainie, mais elle est beaucoup plus saine. Et son activité, son attractivité se développait. Je disais bien se développer au passé parce que c'était surtout sur l'année sportive 2019-2020, donc de septembre 2019 à septembre 2020. Et puis en plein milieu, on a été stoppé par le Covid, par le confinement, donc ça a arrêté toute activité, tout développement. Mais de septembre 2019 à mars 2020, on était sur une pente à environ plus 25, plus 30% de croissance. Donc, comment cela a été possible? Tout d'abord, ça a été d'essayer de faire un acte de transparence, de communiquer à l'ensemble des membres, à l'ensemble des employés, à l'ensemble des bénévoles, la situation de l'association, dire où elle en était. Et dire aussi d'être transparent sur les intentions, sur mes intentions ou l'intention du bureau qui allait prendre la gestion de l'association. Pourquoi la transparence? Parce que c'est la base de la confiance. Et elle permet aussi de favoriser l'intelligence collective, d'être éventuellement aussi fédérateur. Ça a été possible aussi en essayant de favoriser les relations, en permettant à tout le monde d'être entendu et respecté. Donc d'être disponible et d'être à l'écoute de tout le monde. De développer la réciprocité dans la confiance. Donc moi, en général, je pars du principe que je fais confiance a priori. Et puis c'est du donnant-donnant. Après, si en retour, on n'a pas la confiance de la personne, on avise. On agit différemment. Et puis, ça a été possible aussi en permettant le développement personnel pour redonner confiance, pour donner confiance et pour améliorer la performance ou l'activité ou le fonctionnement. Donc, des petits jeunes, des petits membres, des petits ou des grands, hein, d'ailleurs. Donc, de les former à organiser des événements sportifs, par exemple,
Voilà, donc de les former ou de former un employé à identifier un problème, à essayer de le résoudre ou à essayer de faire une nouvelle tâche, de la former à une nouvelle tâche pour qu'elle elle apprenne. Et puis du coup, en fonction de ça, c'est de leur donner de l'autonomie. La confiance se nourrit d'autonomie. Une fois qu'ils savent faire, c'est d'essayer de les laisser faire. Après, ça n'empêche pas d'être là avec eux pour les soutenir et pour les aider à faire. Mais voilà, la confiance se nourrit d'autonomie. Et bien sûr, une fois qu'ils ont fait, c'est de reconnaître les succès pour développer la confiance, pour développer l'activité. C'est-à-dire que le jeune, il avait organisé un tournoi, il a été formé pour organiser un tournoi, il a organisé un tournoi, ça s'est bien passé et tout. Ok, voilà. Continue, développe, fais-en plus, fais-en un autre. Tu vois, il n'y avait pas de raison d'avoir peur, d'avoir une peur particulière. Hop, et ça fait boule de neige. C'est aussi avoir le droit d'être pleinement tout ce que l'on est, accepter l'émotionnel sur le lieu de travail, pouvoir vider son sac. À partir du moment où il y a ce climat de respect, de confiance, de sécurité, ben on doit pouvoir venir voilà, dire ce qu'on a sur le cœur, sans arrière-pensée, de pouvoir dire ce qu'on pense. C'est pas beaucoup accepté chez nous, on va dire en France, en Occident, l'émotionnel sur le lieu de travail. C'est pas beaucoup accepté, toléré. C'est pas recommandé, on va dire. Et pourtant à tort. Donc voilà, ce management, ce changement, ça peut se faire par des actes et des actions de tous les jours, concrètes. C'est une attention de tous les jours, pour que ça soit à la mesure du possible durable. Et voilà, c'est au travers de l'identification, de la résolution de problèmes tous les jours, par tout le monde. Donc voilà, vous pouvez voir aussi là-dedans peut-être certains apports, les apports de la neuroscience, des neurosciences et les apports du lean management. Je vais passer maintenant à une autre situation, à une autre expérience. Là, c'est un peu plus dans le milieu de l'entreprise. C'est dans le cadre du revamping d'une activité, d'une unité de production. Le contexte, c'était suite à un audit organisationnel, un diagnostic, on va dire, d'un célèbre cabinet de conseil en positive restructuring, de renommée internationale. Donc, dans cette phase de diag, j'avais déjà fait l'objet par un consultant d'un interview, notamment pour la phase diag partie production. Donc voilà, j'avais pu échanger avec le consultant. J'avais déjà eu un interview. Et puis, à la suite de ce diag, de cet audit général organisationnel, ils ont déployé un plan d'action. Et du coup, il y avait ce revamping de cette unité de production, un atelier de production, donc prévision d'augmentation du volume d'activité par rapport au prévisionnel de client. Le but affiché, c'était d'améliorer la productivité. Donc l'atelier allait se retrouver très vite en surcharge par rapport à sa capacité de charge. Et donc le contexte, c'était un consultant et un chef de projet interne du projet de revamping, et un consultant du cabinet conseil. Donc le chef de projet, le consultant me convoque, font appel à moi pour aller sur le terrain, observer l'atelier de production. Je passerai un peu la discussion, parce que ce n'est pas le lieu de la chose, de la discussion que j'avais eue avec le consultant. Mais bon, voilà, le but du jeu, c'était que j'aille voir le malade et que je revienne et que j'en fasse une ordonnance et une prescription avec des médicaments, éventuellement un traitement pour guérir le malade. L'atelier de production. Je rigole. Mais dès ma première immersion sur le terrain, à partir du moment où je suis allé sur le terrain, dès ma première immersion sur le terrain et dès ma première rencontre avec une personne œuvrant dans l'atelier, ça a été un peu toujours cette même logique de briser la glace, d'établir un périmètre, un lien de confiance, de respect, confiance, respect, d'écoute, de sécurité. Parce qu'à la limite, il ne sait pas pourquoi je viens. Peut-être que je viens sur le terrain pour le contrôler, pour regarder ce qu'il fait, et dans une logique de commande et contrôle, forcément, on vient sur le terrain pour faire le flic, pour contrôler. Et donc, je lui explique que je suis là dans le cadre d'un projet, pour voir les problèmes qu'il rencontrait tous les jours, et voir ce qu'il était possible de faire pour les aider à les résoudre, pour essayer à ce que puissent mieux réussir leur travail.
identifier les problèmes et essayer de résoudre les problèmes pour qu'ils puissent mieux travailler ensemble. Donc là, c'est pareil, ça s'est passé par de l'écoute, du questionnement, en les amenant à penser, à formuler leurs pensées, en discutant, en utilisant la reformulation aussi, la reformulation avec leurs termes. C'est important parce qu'ils pourraient penser qu'on ne les a pas écoutés si on reformule avec nos propres termes. Et parce que dans les entreprises, ce qui manque le plus aux hommes et aux femmes, c'est la compréhension du sens de ce qu'ils font, de leur action. Il est important de prendre du temps à la fois pour les rencontrer, pour les écouter, pour approfondir les liens avec les personnes de l'entreprise, et à la fois pour réfléchir, pour élaborer, pour discuter avec eux des problèmes et éventuellement des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent. On travaille ensemble, on examine les résultats ensemble, on identifie les problèmes, on se demande pourquoi, on réfléchit ensemble et on essaie d'améliorer, ou on essaie de proposer des améliorations. Et suite à ces 2 premiers jours d'immersion sur le terrain, la magie opéra un petit peu. Ouais. Il en est ressorti plus d'une vingtaine de constats, avec plus d'une vingtaine de propositions d'amélioration, aussi bien concernant le travail, l'organisation du travail, aussi bien concernant le matériel, aussi bien concernant le management. Bingo, c'est un peu les 3 leviers de productivité. Donc voilà, cet exemple est vraiment au cœur de ce congrès, pour dire que l'humain est réellement au centre de l'amélioration continue, et au centre de... Voilà. Sans l'humain, il n'y a pas d'amélioration continue possible. J'enchaînerai sur une autre situation, une autre expérience. Là, c'est un peu plus dans le milieu de la production, dans le contexte de la production. Haute cadence. Alors pour moi, là, j'appelle ça de la haute cadence, mais là, c'était une production à plus de 1000 unités par minute. Et là, c'est du sport. 5 minutes, ça équivaut à 1% d'efficience. Parce que dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, on est à la course à l'efficience. C'était dans une situation de montée en cadence de la production. Donc l'objectif était d'être inférieur à 30 minutes d'arrêt. Donc autrement dit, d'être supérieur à 94% d'efficience. Donc là, je peux vous dire que c'est vraiment du sport. On est à la course aux minutes, on est à la course aux micro-pannes, aux micro-arrêts, à la gestion et à la réactivité des micro-pannes ou micro-arrêts. Et du coup, il y avait différentes équipes, bien entendu, et dans ces équipes, il y avait différents techniciens de maintenance embarqués dans les équipes. Et forcément ou pas forcément, il y avait différentes pratiques. Et j'avais identifié un petit problème, quelque chose qui me chiffonnait. C'est qu'il y avait des variations assez importantes de ce qu'on appelle dans le jargon le MTTR, le temps moyen de réparation, mean time to repair, suivant les techniciens. Donc, ça pouvait faire perdre facilement des minutes tous les jours, et donc des points d'efficience. Donc, mon choix, là, ça a été aussi d'entamer une discussion, d'entamer une écoute, de briser la glace, d'établir un lien, un périmètre, une zone de confiance avec les techniciens pour discuter. Écoute, confiance, sécurité, respect. Et discuter des problèmes ou de ce que j'estime être un problème. Pourquoi tu viens un premier coup sans ta caisse à outils pour revenir ensuite, soit avec les outils, soit avec ta caisse sur la panne. Une fois qu'il a vu qu'il y avait la panne, les andons lumineux, éclairés. Un autre technicien, pourquoi tu es moins réactif sur la panne que les autres? Tu mets vachement plus de temps à arriver. Et un autre, c'était pourquoi souvent, quand tu interviens sur une panne, avec ta caisse à outils, tu sors tous les outils et puis tu n'as jamais le bon outil. Voilà, tu vides ta caisse à outils, puis au final, c'est pour aller demander l'outil à ton collègue, ou c'est pour partir essayer de trouver l'outil adéquat, ou tu essaies tout simplement de réparer la panne avec pas forcément l'outil adéquat. Et donc, suite à ces discussions avec les différents techniciens, tout ça, on a essayé de travailler ensemble, discuter honnêtement ensemble. Et les constats étaient unanimes. C'est que globalement, il y avait trop d'outils et tous les outils étaient dans une même caisse à outils qui était nominative par le technicien. Donc, ça induit forcément des pratiques différentes avec des résultats différents. Suivant si le technicien il a 20 ans ou si le technicien il a 40 ou 45 ans, une caisse à outils avec tous les outils qui fait 40-45 kilos,
voilà, la trimballer sur une unité de production, sur une ligne, passer des convoyeurs, sous des convoyeurs, au-dessus des convoyeurs, ou aller sur des postes de travail. C'est peut-être pas forcément facile tous les jours, surtout quand le jour où la ligne est souvent en panne, où il y a beaucoup de feux à éteindre. Donc voilà. Les résultats de la démarche, ça a été d'essayer de déterminer, on en est arrivé à déterminer par le biais de jeux de questions de réponses, de discussions. Est-ce que tu as besoin de tous ces outils dans ta caisse à outils? Est-ce que dans la majorité des cas, voilà, est-ce qu'il n'y a pas dans la majorité des cas l'utilisation de certains outils? Donc peut-être, voilà, il te faut peut-être que 20% de tes outils, pour certains, cette règle, c'est une règle d'or, les 20-80. Donc peut-être d'essayer de déterminer les 20% d'outils que tu utilises en 80% des interventions, pour les laisser dans la caisse à outils. Donc ça a été un peu ce résultat-là, de laisser les outils. Et effectivement, il y en avait des outils qui étaient utilisés dans 80-90% des pannes. Le reste des outils, ça a été d'essayer de les mettre dans des placards, des armoires, ceux qu'ils utilisaient pas souvent. Et après, l'outillage spécifique d'un poste de travail, c'était d'essayer de le mettre à disposition, à proximité du poste de travail. Et pas à ce que les techniciens aient également cet outillage dans leur caisse à outils, pour essayer d'alléger leur caisse à outils. Et puis, au final, on a réussi à baisser un peu ce temps moyen de réparation, ce temps moyen de réponse à la panne, qui s'est traduit par quelques points de gain d'efficience. Ma position personnelle, suite à cela, j'ai été contre la standardisation des caisses à outils, de leurs outils, le fameux 5S. Ils avaient voulu standardiser, mettre tels outils dans les boîtes à outils et généraliser ça à l'usine, à la production. Par contre, j'ai été pour la standardisation de la méthode de détermination des outils qu'il fallait mettre dans une caisse à outils, notamment d'une certaine ligne. Parce que cette méthode permet d'établir une photo à un instant T. Les 20% d'outils qui vont être utilisés dans 80% des cas, c'est une image à l'instant T. Mais dans 6 mois, ça sera peut-être plus les mêmes 20% d'outils. Donc, de standardiser cette bonne pratique de détermination des outils à laisser dans la caisse à outils. Et d'essayer, par contre, de développer, de déployer une standardisation au niveau des machines ou des convoyeurs, des fixations. D'utiliser au maximum, d'essayer d'imposer au maximum des fixations rapides, c'est-à-dire que du coup, les techniciens ont besoin de moins d'outils. Et pour là où les fixations rapides n'étaient pas possibles, c'était d'essayer d'imposer une taille standard d'écrou, de boulonnerie, de visserie au niveau des machines ou aux fournisseurs de machines, pour éviter que le technicien il ait à avoir une clé de 19 pour telle machine, une clé de 18 pour telle machine, une clé de 17 pour telle machine, et ainsi réduire le nombre d'outils qu'il leur faut pour travailler. Donc le but du jeu, vraiment, de cette démarche, c'est d'aider les techniciens à identifier leur problème. Parce que là, ça concernait leur activité. C'était aussi mon problème, mais c'était aussi leur problème, parce que ça concernait un peu leur activité, leur, entre guillemets, performance. C'est aider les techniciens à apprendre à comment résoudre aussi les problèmes, leurs problèmes dans une multitude de situations. Essayer d'observer le problème dans une multitude de situations. Et c'est peut-être le problème qu'ils ont dans une multitude de situations. Donc du coup, c'est vraiment d'essayer de développer les personnes à identifier et à résoudre les problèmes. Et quand sait-on si on a réussi? C'est quand les personnes, à leur tour, prennent sur eux pour essayer de développer une autre personne, par exemple d'un technicien à l'autre. Que le technicien, il parle au technicien de la ligne d'à côté, tu vois, pour déterminer les 20% d'outils, il faut faire ça comme ça, il faut faire, voilà, il lui explique comment il a fait, comment il faut faire. Et on passe alors d'un management traditionnel, rôle et règles, évaluant une liste de savoir-faire, vers un management inclusif, plus inclusif, développant l'autonomie dans l'identification et la résolution de problèmes. Ça devient une organisation apprenante, du moins ça commence à devenir une organisation apprenante. Je terminerai avec une dernière expérience, une dernière situation. C'est dans le cadre, moi j'appelle ça de management transfonctionnel, d'experts, sans lien hiérarchique, sans lien de subordination, sur différents dossiers, affaires, projets. Donc le contexte, c'est une gestion de multi-projets, multi-affaires, multi-dossiers.
de petites affaires à de grosses affaires, de quelques centaines, de milliers d'euros à quelques millions d'euros. Donc plusieurs affaires en même temps à gérer. De simples affaires à des affaires plus compliquées, voire très complexes. Dans complexe, compliqué, c'est-à-dire que c'est des affaires qui sont multi-domaines ou multi-expertises. Par exemple, dans le multi-domaine, ça implique les clients, ça implique des autorités extérieures, le commercial, les achats, la sûreté, la sécurité, la logistique, le transport, la production, l'exploitation, la chimie, la physique, les prestataires, la sous-traitance. Et multi-expertise dans le sens où, par rapport aux personnes, les interlocuteurs dans les affaires, c'est-à-dire ça peut aller des opérateurs, de collaborateurs, de techniciens, de chefs d'équipe, de cadres, d'ingénieurs, de chefs de service, de directeurs, d'experts, de docteurs. Donc je n'ai pas forcément officiellement la fonction de manager, mais une fois mon équipe projet constituée avec mes différents interlocuteurs ou experts, j'adopte un rôle de manager coordonnateur. J'essaie de manager par la coordination. On me surnomme un peu la burette d'huile. C'est-à-dire que même des fois, sur certains dossiers, sur certaines affaires qu'ils estiment grippées, on va la confier à Manu. Il va la dégripper. Il va dégripper l'affaire. Il va mettre un peu d'huile. Alors, comment ça se passe? C'est un peu toujours les mêmes principes. Établir un climat un climat, un lien de confiance, de sécurité, d'écoute, sécurité et confiance, je ne me rappelle plus, à force. Donc, d'établir la transparence, d'être transparent. La transparence est la base de la confiance. Donc, d'être transparent sur le dossier, sur l'affaire, sur le projet. Base de confiance, et afin d'essayer de favoriser l'intelligence collective, d'être fédérateur au niveau du groupe. Favoriser les relations en permettant à tout le monde d'être entendu et respecté, d'être disponible, d'être à l'écoute. Et de rechercher de la réciprocité dans la confiance. Je fais confiance a priori, et en général, on me le rend bien. À partir de là, c'est de comprendre et d'essayer aussi de faire comprendre quel est le but final de la coordination du projet, de l'affaire. C'est de comprendre aussi ce que chacun des intervenants apporte, ou de faire comprendre ce que chacun des intervenants apporte. C'est de comprendre aussi les contraintes de chacun des intervenants, les contraintes inhérentes à leur métier. Ils ne sont pas forcément que sur ce dossier-là, que sur cette affaire-là. Ils ont d'autres rôles, ils ont d'autres fonctions, ils ont peut-être d'autres métiers aussi. Donc, c'est de comprendre qu'ils ont des contraintes inhérentes à leur métier. C'est de comprendre aussi leurs humeurs et éventuellement leur degré de charge ou de surcharge. Et éventuellement, que il peut y avoir de la variabilité dans ces humeurs, dans ces degrés de charge et de surcharge. Parce que souvent, dans les projets, on raisonne à la capacité de charge infinie. On pense que les gens, ils n'ont que ça à faire. Et non, et en général, ils ont d'autres choses à faire. Donc, c'est aussi comprendre comment les aider à réussir leur partie de l'action. On est là pour que tout le monde puisse réussir. On n'est pas là pour que quelqu'un échoue. Donc, c'est partir de l'équipe projet, du collectif, du groupe, et si besoin, faire des allers-retours au niveau individuel, au niveau des individus, suivant les besoins, suivant les difficultés, suivant les problèmes. Une coordination parfaite n'est pas mécanique. On ne peut pas la processiser. Elle est faite de multiples micro-ajustements et de gens qui se connaissent et qui se comprennent pour qu'ils puissent s'aider dans les zones de recouvrement de tâches. Voilà, entre deux métiers, par exemple, non, c'est à toi de faire, non, c'est à toi de faire. Et non, écoute, si je peux faire, je vais faire. Cela nécessite de former ou de sensibiliser les équipes, surtout de sensibiliser les équipes et les individus au savoir-faire qu'est le travailler ensemble. Comment se parler, comment s'aider, comment interpréter les situations ambiguës. Et du coup, le point d'entrée de toute situation n'est plus ce qu'il faut décider et comment l'exécuter, comme ferait un croupier qui distribuerait des cartes. Mais c'est plutôt quel est le problème à résoudre et qui doit-on coordonner pour le résoudre, de façon à apprendre individuellement et collectivement. Que chacun puisse apprendre individuellement et que collectivement, on puisse également apprendre. Et là, c'est directement un peu les principes des organisations apprenantes, l'apprenance. Voilà, j'ai pu vous partager, du moins j'ai essayé de vous partager
en toute simplicité. Quelques petits moments de mes expériences en management. J'ai essayé de vous les rendre autant que possible simples et faciles à essayer de comprendre. Un peu comme si vous regardiez Federer jouer au tennis. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu jouer au tennis, pardon. Mais on a cette impression que le tennis, c'est simple et facile et que tout le monde peut y arriver. Donc voilà, mais l'envers du décor, elle est vraiment tout autre pour la connaître un peu. Et je pense que le management, c'est un peu pareil. C'est de l'ordre d'un certain art. Voilà. Merci Emmanuel.